Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Bonjour, on se retrouve dans La Traversée et aujourd'hui j'ai la chance, l'honneur d'avoir Romain Poite avec moi. Bonjour Romain. Bonjour Hervé. Donc on se retrouve aujourd'hui, en plus il m'accueille chez lui. Comment t'es arrivé à être arbitre international de haut niveau? Il y a plusieurs étapes. Le chemin est un petit peu long, mais en 94, j'étais encore joueur en Crabos dans un club du Tarn, Groyer. Et mon père était impliqué dans la vie du comité pour une commission et il est venu me voir en me demandant si ça m'intéresserait de basculer sur de l'arbitrage tout en continuant ma carrière de joueur. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est que le comité cherchait des arbitres et puis il m'a dit ça pourrait compléter ma formation de joueur. Donc j'ai épousé la direction de l'arbitrage à ce moment-là en septembre. Ensuite j'ai passé un premier examen d'arbitre stagiaire. Il y a un deuxième examen qui se passe à arbitre régional que j'ai passé en septembre de la même année puisqu'il y avait vraiment en décembre parce qu'il y avait vraiment un gros besoin et donc je suis resté régional quelques temps. J'ai passé mon examen fédéral dans le cadre d'un concours de jeunes arbitres et après j'ai été classé en fédéral. Et ensuite, là, Fédéral 3, Fédéral 2, Fédéral 1, Pro D2 et Top 14. Et puis après, on monte petit à petit les échelons. Donc, on est supervisé et à chaque notation, ça nous donne l'opportunité d'avancer dans la division ou au niveau supérieur et pour me retrouver en 2005 international. Et voilà, mais ça peut paraître un chemin de croix, mais c'est tout simplement une belle aventure sportive où on se challenge et puis on essaye sans ambition particulière au départ. C'est juste garder encore une passion bien vive et la compléter avec ce pendant-là de l'arbitrage. Mais petit à petit, l'appétit est venu en mangeant et puis dès qu'on commence à toucher le haut de la pyramide, et on a envie de s'y installer et puis d'avoir de la continuité. Donc moi j'ai pu en 2007 signer un contrat d'arbitre professionnel puisque j'étais déjà international et j'en ai fait mon métier pendant 15 ans. Et ensuite j'ai basculé sur une autre vie qui je pense on l'évoquera peut-être après. Ouais. Mais voilà, il y a beaucoup de travail, il y a de la remise en question, de la résilience, du travail personnel puisque ça reste une activité collective dans le sens où on partage notre performance à partir d'un certain niveau, où on est assisté d'arbitres de touche, après d'arbitres vidéo dès qu'on touche au milieu professionnel. Mais il y a quand même une remise en question permanente personnelle et pour avancer, on essaie justement de repousser ses limites et de travailler ce qui n'a pas fonctionné pour se placer dans des bonnes conditions à la fois prochaine. Donc voilà, une carrière de 22, je crois que ça fait 22 ans ou 23 ans d'arbitrage et beaucoup de plaisir dans cette activité-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, là, c'est bon, quoi. Parce que tu es arrivé au top. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je passe à autre chose ou je fais autre chose? Alors, on n'est jamais arrivé dans ce milieu-là puisqu'il y a toujours une remise en question puisqu'il y a une notation à chaque match. Donc, on peut perdre son ranking d'une semaine à l'autre.
Donc on travaille dur, on suit le chemin et surtout sans se poser de questions. Moi, ça a été vraiment mon credo dans cette activité-là. C'est que j'essayais d'avancer, de toujours m'améliorer, me développer, réfléchir les choses de façon différente et puis de vivre cette aventure sans vraiment me poser de questions. Et c'est ce qui m'a peut-être amené à la longévité ou en tout cas au niveau auquel j'ai pu accéder. Et puis ensuite, l'âge faisant que on se rapproche plus de la fin que du début, comme on dit quand ça sent le sapin, j'ai eu une belle opportunité. Un agent m'a contacté pour m'informer qu'il y avait des clubs qui étaient intéressés par mon profil en reconversion pour travailler dans des staffs. Donc moi j'avais repris mes études à l'âge de 40 ans pour m'orienter de façon professionnelle différemment que ce que j'étais avant d'être arbitre pro, puisque j'étais dans la police. Et j'avais repris mes études dans le management, puisque dans l'arbitrage on fait pas mal de management et on n'a rien inventé, mais le partage et les réflexions font qu'on se dit que pourquoi pas. Donc j'ai fait un master, j'ai fait un bachelor. Et puis cette opportunité-là, je l'ai réfléchi. Je me suis dit qu'elle se représenterait peut-être pas après avoir arrêté, puisque après qu'on ait arrêté, on devient vite une personne inconnue. C'est pas réducteur, hein, bien au contraire. Mais j'ai épousé cette nouvelle fonction d'entraîneur spécifique dans un staff. Là, pour 2 ans, j'entame ma 2e année au RC Toulon et voilà. Mais je me suis jamais posé la question j'ai eu cette chance-là. J'ai eu l'opportunité de revenir dans mon métier initial qui était la police. J'avais l'opportunité de poursuivre l'aventure sportive avec ce pendant-là d'entraîneur. Et après, j'avais aussi d'autres visions sur la façon dont je pouvais travailler après ma carrière d'arbitre. Et notamment dans le management, et une école de commerce de Toulouse m'avait aussi sollicité. Donc alors comment ça se passe donc avec le staff à Toulon? Alors ça a été très neuf, puisque pour les deux parties, que ce soit pour le staff en la personne de Pierre Mignoni, le directeur sportif, et pour moi-même, puisque on n'imaginait pas trop comment l'activité pouvait s'orienter. Mais on l'a réfléchi. L'expérience aussi, l'expérience de la saison passée m'a permis aussi d'évoluer. On a créé plus ou moins une fiche de poste sans l'écrire tout au long de l'expérience. Et avant, j'avais plutôt un rôle d'accompagnant à la performance en tant qu'arbitre. Et là, je suis rentré dans un rôle d'entraînant à la performance, sur le volet qui me caractérise le plus, c'est-à-dire la discipline et les attitudes au contact, puisque c'est la zone de jeu où il y a le plus de réglementation. Voilà, donc on essaye d'adapter la règle à notre forme de jeu, et puis nourrir le joueur aussi de cette règle, et le nourrir techniquement pour qu'il puisse l'aborder dans les meilleures conditions, à la fois dans le sens où on ne soit pas pénalisé, et aussi qu'on optimise nos comportements techniques et sportifs. Donc voilà, une vie un petit peu différente, mais je garde mes prérogatives d'arbitre, c'est-à-dire que les séances d'entraînement, je dirige les séances d'entraînement sur le volet disciplinaire. Et ensuite, je participe aux ateliers de développement technique, de développement du joueur, et après de la réflexion. Et il y a un deuxième volet qui était un volet aussi très actif quand j'étais arbitre, analytique. Donc où on analyse l'équipe adverse, les 3 derniers matchs. On analyse aussi les arbitres pour les profiler, et puis faire en sorte que tout le monde se rejoigne pendant 80 minutes dans les meilleures conditions. Donc voilà, une belle activité qui est différente, mais qui est aussi passionnante, et où je peux exprimer mon expertise avec beaucoup d'humilité, parce que toutes les choses se retravaillent en permanence. Mais voilà, où on peut s'épanouir, et on complète, on va dire, enfin, moi j'estime que c'est une toute petite partie de la performance, mais à 10-20%, on complète un petit peu la performance et la préparation à la performance d'un staff pour remporter un match le samedi qui suit. Ouais, mais on sait bien que l'arbitre, je dirais la bonne compréhension de la règle et la bonne compréhension de la manière dont on va fonctionner sur le terrain va influencer le résultat du match. Alors évidemment que si on est au-dessus de l'adversaire, c'est simple, mais on n'est pas toujours si au-dessus de l'adversaire que ça. Et puis des fois, tu sais comme moi, qu'il y a une action,
qui peut faire changer le match. Je parle pas d'une action mal interprétée. Je parle d'un joueur qui fait. C'est pareil aussi des fois dans un comportement. Voilà, il y a un joueur qui se fait exclure, ça va changer quand même le comportement du reste de l'équipe. Certains vont même mieux jouer parce qu'ils sont un de moins, mais pour autant, c'est pas négligeable. Donc en France, on n'était pas toujours très bon pour la discipline. Donc comment tu vois les choses maintenant? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse dans ta question. C'est le premier, c'est celui qui maîtrise la règle, maîtrise le jeu en général. Et bon, on le garde un petit peu pour nous parce que ça peut faire ça peut faire preuve d'un manque d'humilité par rapport à l'arbitrage. Mais il est évident que celui qui maîtrise la règle maîtrise le jeu. Un joueur aussi qui maîtrise la règle peut se développer et puis obtenir des avantages par rapport à des déficits physiques, c'est-à-dire qu'un joueur qui a moins de densité physique, s'il est plus malin par rapport à la règle, etc., il peut s'inscrire un peu plus dans le haut niveau et la performance. Je vais pas dire que de muscler son cerveau, ça muscle les bras ou ça donne plus de force, mais on adapte peut-être un peu mieux les choses. Ça, c'est une évidence. Ensuite, dans un club, l'entraîneur, et moi, je l'accepte complètement, il est là pour entraîner à la performance, à la victoire. Et c'est vrai que le volet disciplinaire, c'est pas forcément le volet qu'il évoque le plus. Donc, nous, on arrive à compléter cette vision-là par rapport à l'entraîneur, c'est-à-dire des questionnements sur des formes de jeu, est-ce que ça sera autorisé, etc., des nouveautés. Donc et puis là, on se rend compte aussi que les joueurs finalement, même à très haut niveau, ne connaissent pas forcément les règles. Et dans tout leur cursus de formation, c'est plutôt axé sur tout ce qui est technique, développer, jouer des duels, etc. Alors que quand on met un petit peu de règles, et c'est ce qu'on a fait, on a sorti un projet club. Où on va justement attribuer un voire deux arbitres à chaque catégorie pour commencer ce processus de formation. Et quand ils arriveront au niveau du secteur professionnel, ils seront prêts et auront tous les éléments, tous les outils pour performer. Et les outils, c'est pas simplement la musculation, c'est pas simplement la vitesse, c'est pas simplement la préparation physique, c'est pas simplement la technique de passe ou quoi que ce soit. C'est aussi la règle. Donc, quand on arrive à associer tous ces éléments-là dans le développement d'un joueur, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui se créent et qui s'optimisent. Et enfin, le dernier pendant, c'est évidemment réduire le nombre de décisions qu'on va subir, puisque en rugby, quand on est pénalisé, on perd la possession du ballon, on perd du terrain. Donc tout ça fait que on essaie de garder, avoir la conservation du ballon avec beaucoup de responsabilité et d'esprit fair play, puisqu'on le fait dans le sens de la règle. Donc on associe tous ces volets-là pour faire en sorte que nos joueurs soient les plus performants possibles. Et mais ça reste une partie qui complète un développement ou une formation de joueurs. Et c'est pas quelque chose de primordial malgré tout, mais c'est quelque chose qui aide à la performance. Comment vous travaillez? Parce que je sais qu'une partie de la difficulté des fois pour les joueurs, c'est d'accepter d'avoir été sifflé, alors que des fois on peut ne pas voir la faute, ne pas comprendre la faute, sa propre faute, j'entends, et donc de vivre une forme d'injustice, d'accord, ok. Et tu représentes une forme de justice, donc c'est pas toujours simple d'avoir face à toi quelqu'un qui bouge pas, qui reste stoïque. Comment tu gères ça, mais à la fois maintenant de l'autre côté, donc dans l'éducation, mais comment tu l'as vécu aussi en tant qu'arbitre? Alors c'est vrai que dans un monde latin, notamment en France, où les Italiens, les Argentins, en opposition au monde britannique que je connais aussi un petit peu, on est moins dans l'acceptation de la règle et du rôle de l'arbitre. Le Britannique, lui, il accepte que ça fasse partie du jeu et qu'il y a une nécessité d'avoir quelqu'un qui rééquilibre les débats, mais qui donne l'opportunité à tout le monde de faire valoir ses arguments et d'avancer dans l'événement avec l'équité et surtout pas de déséquilibre pour avantager quelqu'un. Donc c'est vrai que nous les latins, c'est toujours un jeu de chat et la souris, du chat et de la souris avec la règle. On essaie toujours plus ou moins de la contourner. Donc évidemment ça porte des réflexions, des tempéraments qui peuvent être des fois incisifs voire épidermiques,
Mais c'est vrai que nous, on travaille dans le sens de la connaissance de la règle. Donc déjà, la connaissance de la règle au plus jeune âge, dans le projet qu'on a mis en place, ça va nous permettre d'avoir cette acceptation plus facile de la règle, et en tout cas de la maîtriser un petit peu plus. Et ensuite, dans le volet élitiste, on va dire, dès qu'on va monter dans la hiérarchie de l'âge et aussi des niveaux, Krabos ou Espoir, on est plus sur l'analyse de la faute, puisque quand on analyse une faute, on essaie de la comprendre. Et quand on la comprend à travers la règle écrite. Et toute cette compréhension et ce travail fait qu'après, on aborde la chose de façon différente et avec beaucoup plus de maîtrise par rapport à la règle. Donc, on est déjà dans ça. Dans le rugby, on bénéficie d'un avantage, c'est que l'éducation du joueur est ancrée dès son plus jeune âge par rapport à la règle, le respect arbitral, etc. Les gens, des fois, nous disent, mais comment vous faites pour maîtriser des gens de 2 mètres, de 120 kilos? Ben, j'ai dit, c'est tout simple, on a un sifflet, non, je plaisante. C'est juste qu'il y a une règle et qu'il y a une éducation qui est faite dès le plus jeune âge. Je fais pas de comparaison par rapport aux autres sports parce que souvent la comparaison elle est facile avec le foot ou etc. Mais il y a d'autres réflexions qui interviennent. Le foot, c'est un sport un peu plus populaire et qui touche une frange de la population beaucoup plus large. Donc, évidemment, il y a tous les comportements. On va retrouver tous les profils de personnalité dedans. Donc, moi, je reste centré que sur l'arbitrage du rugby. Et sur l'arbitrage du rugby, on a cette opportunité-là et cette chance-là même d'avoir des gens qui sont éduqués justement dans le respect de la règle, etc. Et il y a le deuxième volet qui là est un peu plus douloureux, c'est que on a des règles et on a des décisions qui peuvent faire très mal à une équipe, c'est-à-dire ça peut scorer sur quelqu'un qui a mal parlé à un arbitre, on peut avoir 3 points, on siffle une pénalité, on peut exclure un joueur 10 minutes qui nous a mal parlé. Donc tout le monde est obligé de maîtriser ses comportements, les joueurs, et on est plus dans l'acceptation de la décision. Alors bien sûr, il y a des désaccords, mais on veut que ça reste quelque chose dans le sens du gentleman, c'est-à-dire qu'on puisse l'échanger. Bon, on va pas l'échanger sur le match, mais on l'échangera après. Et c'est vrai que moi, sur la fin de ma carrière, j'avais plutôt envie de bien finir et j'entretenais de très bonnes relations avec les joueurs, tous les joueurs, même des staffs. Bien sûr qu'il y avait des gens avec qui je m'entendais pas, il y avait des gens qui m'aimaient pas et c'était normal. Moi, j'aimais tout le monde parce que j'étais obligé d'aimer tout le monde, sinon c'était sectaire et puis ça me mettait en danger pour ma performance. Mais voilà, et ça s'est retrouvé la saison dernière. Dès que je suis arrivé dans le club, j'avais déjà des relations. On peut avoir des relations profondes avec les joueurs parce qu'on préfère se placer justement dans du relationnel que dans l'adversité, parce que tout le monde comprend un peu mieux les choses et on a l'esprit un peu plus libre pour comprendre les choses. Et moi, je l'ai vu au début de la saison dernière. J'avais vraiment de bonnes relations avec les joueurs. Ils se nourrissaient de ce que je pouvais leur dire. Ils venaient m'interpeller aussi parce qu'ils avaient besoin de savoir autre chose. Et dans l'échange, on arrivait à progresser les uns avec les autres. Et moi, dans mon activité aussi, j'ai beaucoup progressé par rapport au volet technique, même si dans le volet analytique, on analysait les équipes, les comportements, les joueurs, etc. Mais je vois peut-être les choses de façon différente aujourd'hui. J'ai plus ce volet-là sportif et technique que le volet très renfermé de l'arbitrage où j'étais là pour appliquer la règle. Chose que j'aimais pas forcément faire puisque, comme je disais tout à l'heure, je m'estimais être un accompagnant à la performance et donc accompagner les gens dans de bonnes conditions pour être moi aussi dans de bonnes conditions et faire en sorte que tout le monde puisse trouver son petit coin de bonheur dans le jeu ou dans l'arbitrage et surtout l'équité parce que un arbitre fait forcément des erreurs donc dès qu'on l'a intégré on avance un peu plus vite et puis voilà, le joueur, lui, fait des erreurs aussi, mais c'est noyé dans un collectif de 15, voire 23 avec les remplaçants. Et stigmatiser l'erreur arbitrale, c'est une erreur individuelle, donc c'est toujours plus facile. Mais c'était jamais quelque chose de douloureux, puisque c'était toujours de la remise en question. Et même si les joueurs me parlaient et que bon, je les ai envoyés un peu péter pour garder mon leadership, ou pour fermer la porte ou pour pas trop l'ouvrir et puis me perdre et les perdre à eux aussi. Pas douter non plus. Voilà, mais après ça avait toujours du sens. Je réfléchissais sur les choses parce que si elles interviennent, c'est qu'elles ont un sens et parfois je me rendais compte qu'il y avait pas de sens, mais je traitais toujours l'information pour faire en sorte que
moi je devienne meilleur et que je comprenne un peu mieux l'autre. Et c'est souvent ce qui a la difficulté qu'on a dans l'arbitrage. Par rapport à cette adversité, on voit l'arbitre comme un policier. Et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de tomber d'accord dans les échanges qu'on a avec les joueurs, avec les entraîneurs post-match, où on va remettre en question des décisions, on va remettre en question des non-décisions. Mais au moins chacun évoque son parti pris, sa compréhension, sa lecture, et ça permet aussi à l'autre de comprendre sa réaction et aussi du désaccord, et aussi nous interpeller sur des choses qu'on pensait acquises et faciles à développer ou facile à vendre, comme on dit entre guillemets. Et tout ça faisait que même si on tombait pas d'accord à la fin, il y avait toujours un travail subconscient derrière où on allait rechercher les raisons, ou pourquoi il l'avait senti comme ça, pourquoi moi j'ai réagi comme ça. Et puis après, ça faisait évoluer la pensée. Ouais. Oui, puis l'avantage aussi, c'est que quand tu évolues à ce niveau, tout est filmé, donc tu peux revoir les images. Il n'y a pas seulement ce que tu as vécu. Parce que être toujours bien placé, c'est pas toujours simple. C'est physiquement, ça peut être compliqué déjà. Mais comme tu dis, on a une chance au haut niveau, c'est qu'on a le film du match. Et c'est vrai que quand je l'avais pas, quand je rentrais, j'avais 1h30, 2 heures de route en fédéral ou en comité au niveau régional. On se reprojetait dans le match, on se reprojetait dans ses actions, on se disait là, mais il n'y avait pas de certitude, alors que l'image, ça trahit pas. Et de pouvoir revoir son match, et on le revoit pas pour se gargariser ou pour se trouver beau ou pour se dire voilà, on va chercher tout ce qui a pas fonctionné. Et un arbitre qui se trouve pas 10 points par mi-temps à travailler, faut qu'il change de métier, parce qu'il se remet pas en question et il est trop dans l'assurance, et l'assurance justement c'est ce qui peut, ou une routine, c'est ce qui peut être dangereux pour l'individu, quoi. Et quels sont les liens entre les arbitres entre eux? Je parle au niveau français, mais aussi au niveau international. Quand tu dois arbitrer une Coupe du Monde, tu vas donc travailler avec d'autres nationalités à d'autres postes, hein, soit que tu te retrouves au centre et que d'autres sont aux touches ou vice versa. Donc plus l'arbitre, je dirais de vidéo. Donc comment tu fonctionnes? Comment ça fonctionne en fait? Alors, bien sûr, il y a un volet compétition, puisque le sport, c'est aussi de la compétition. Mais la compétition, généralement, et avec les générations qui sont arrivées plus tard, elle se faisait sur le terrain. C'est-à-dire, chacun faisait sa prestation et remplissait son rôle. Et c'était bon ou moins bon, de toute façon, c'était pas à nous de le juger. Mais on a toujours eu, parce que on n'est pas que arbitre central, on est aussi arbitre assistant. Et moi, je faisais la touche quand j'étais assistant, je faisais la touche comme j'aimais qu'on me la fasse. Donc je donnais le meilleur de moi-même avec mes forces et mes faiblesses, mais il arrivait que je commette des erreurs et tout. Mais c'était certainement pas pour faire trébucher le gars qui avait au milieu, parce que moi je voulais prendre sa place. Non, il y avait la part du gâteau, elle était assez grosse pour tout le monde. Et le deuxième volet, c'est que on a créé du lien au niveau international avec les différentes nations, entre les différentes nations. C'est-à-dire qu'à partir de 2011, il y a eu beaucoup plus de réunions au niveau international. 2-3 fois dans la saison, on se rencontrait pour travailler techniquement, pour aussi aller un petit peu plus en profondeur dans nos relations extra sportives. Et c'est vrai que le climat était très sain. Il n'y avait pas de compétition sportive, c'était juste la volonté de vouloir avancer les uns avec les autres et donner le meilleur de soi-même pour l'autre et faire en sorte que ça soit dans les meilleures conditions pour tout le monde. Bien sûr qu'il y a aussi une obligation de performance individuelle, mais on essayait de l'inscrire dans le collectif et d'être vraiment dans le partage et on se développait les uns avec les autres. Et ce lien humain, il a été très important. Bon, j'avance beaucoup le critère humain dans le management ou dans les relations qu'on peut avoir, parce que pour moi, c'est l'essentiel. Être terrien, être ancré sur des choses qui sont réelles, et puis avec toutes les valeurs qu'on peut avancer dans le sport, ou parce que dans le sport professionnel, on pourra peut-être en reparler, mais les valeurs, elles se trahissent un petit peu, quoi. Elles existent vraiment dans le milieu amateur. Mais voilà, c'était, il y a pas eu de concurrence, quoi que ce soit. Il y a aussi de l'apprentissage, parce que on se nourrit. Alors, je vais pas dire qu'on se nourrit des erreurs de l'autre en étant content qu'il se soit trompé, mais l'erreur d'un arbitre peut
peut avoir une référence pour un autre. Et justement, travailler sur son erreur, c'est se mettre dans des conditions pour pas subir l'événement ou préparer l'événement, c'est se donner les moyens de ne pas le subir. Donc, l'erreur de l'un, nourrissait forcément l'autre, mais sans volet psychologique défavorable, bien au contraire. C'était que du volet technique. Et donc, on se nourrissait des choses aussi bien faites par les autres. On se disait, je vais pouvoir peut-être l'adapter dans ma conduite de match, dans ma façon d'avoir des relations avec les joueurs, etc. T'as un exemple, une anecdote à ce sujet? Le truc vraiment qui t'a servi d'une erreur d'un autre ou une erreur que t'as fait qui est devenue une référence pour les autres, j'en sais rien. En 2015, sur un quart de finale, un arbitre avait pris une décision rapide et ça avait fait basculer le match à la fin de la rencontre. Et moi, je me suis retrouvé dans une situation un petit peu identique, pas forcément exactement la même. Mais comme j'avais pas mal réfléchi sur son erreur, c'était en 2015 son erreur. Moi, la mienne, c'était en 2017. Sur une Coupe du Monde ou sur une tournée des Lions. Lui, c'était sur une Coupe du Monde. Moi, sur une tournée des Lions. En fait, c'était un en avant repris devant. Enfin bon, ça c'est plutôt technique. Et derrière, il y avait USC et la nation avait battu l'autre alors que ça aurait pas dû être le cas. Bon, il avait quitté le terrain en courant, etc. Et moi, en 2017, pareil, dans le Money Time, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai eu un mauvais réflexe. J'ai sifflé très vite une pénalité. Après, je me suis rendu compte que dans le sens commun, la valeur de ma décision n'avait de référence que pour moi. Donc, j'ai essayé de la travailler différemment. Puis, je suis passé par la vidéo et je suis revenu sur ma décision, ce qui a été un marqueur plutôt défavorable, mais ma foi, j'ai pris la bonne décision et surtout dans l'équité et la justice. Et donc voilà, c'était un exemple de situation défavorable. Alors moi, j'étais pas content de moi parce que j'avais pas fait ce que je devais faire en live. Mais après, j'ai pris du recul pour sortir du contexte et puis repenser les choses de façon différente en travaillant à la vidéo. Et c'était par rapport à la douloureuse qu'avait subi mon collègue et je l'avais parce qu'il y a des arbitres, alors je sais que avec les réseaux sociaux c'est en plus délirant, mais il y a des arbitres qui sont menacés, quoi. Donc il y a des ça devient je pense que tu parlais des valeurs tout à l'heure, c'est peut-être aussi, on peut en parler sur ce sujet, mais je dirais le respect du terrain semble aller accepter, mais par contre, à l'extérieur, des fois, ça prend des proportions qui sont délirantes. C'est tout à fait ça. Et tu l'as dit très bien, c'est que le danger, il est pas sur le terrain, puisque bon, c'est très encadré par la règle. Là. Comme je disais aussi, il y a l'éducation du joueur, etc. Mais c'est plus autour. Et on le voit chez le tournoi de jeunes où il y a des parents qui insultent les adversaires, ou voire même qui insultent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas bien fait. Et ça crée un climat d'adversité qui insulte aussi les arbitres, etc. Et c'est vrai que les gens, surtout maintenant avec le développement des réseaux sociaux, sont rentrés dans des critiques faciles, voire même des menaces. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Je me suis toujours préservé de ça, de pas lire. Bon, il y a toujours des gens qui vous appellent pour vous dire ouais, il y a un tel qui a dit ça, un tel qui a dit ça. Bref, la critique est facile. Après, moi, je sais où j'en suis et j'aime bien être jugé par mes pairs plutôt que d'être jugé par des gens qui ont qu'une connaissance de l'activité, qui ont qu'une sensibilité ou sensation de l'activité. Et parce qu'il faut du courage pour arbitrer. Je dis pas que je suis plus courageux qu'un autre, mais il faut du courage parce que il faut du courage, pour prendre des décisions parfois qui peuvent être lourdes de conséquences, surtout dans le secteur professionnel où on a des enjeux financiers qui sont très importants. Et pas que c'est une obligation d'y penser, mais il faut en avoir conscience parce que c'est aussi notre façon de gagner notre vie et de respecter tous les enjeux financiers, les investissements qui sont faits par des gens. C'est aussi respecter les hommes. Donc on essaye de respecter tout le monde dans les meilleurs des cas, mais bon, bien évidemment, on fait pas du 100% parce que ça n'existe pas, la perfection.
Mais donc voilà, on doit respecter l'autre, respecter et c'est vrai que le public derrière un écran c'est peut-être plus facile et derrière un pseudo c'est peut-être plus facile d'insulter ou on prend l'exemple assez basique du mec qui vient vous rayer la voiture parce qu'il a identifié que c'était celle de l'arbitre après le match parce qu'il est pas content. La voiture elle peut pas réagir, va voir le mec et puis explique-toi avec lui quoi. Mais c'est vrai que enfin alors, je vais pas dire que les supporters manquent de courage, mais c'est toujours plus facile de crier à 10 mètres dans une foule et dans l'inconnu. Surtout qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Et donc voilà. Donc après on peut ne pas être d'accord. Hein. Moi j'ai complètement accepté la notion de désaccord parce que je sais que tout ce que je fais c'est pas la perfection et ça fait pas sens pour tout le monde. Donc voilà. Mais après faire preuve d'un peu plus de courage et puis après essayer de comprendre un peu mieux l'activité parce que ça aussi ça a été une réflexion que m'a fait mon père quand j'ai commencé l'arbitrage. Il m'avait dit en plus ça te permettra de comprendre un peu mieux la difficulté du gars qui est au milieu, qui est tout seul et qui peut pas tout voir et qui peut pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Ouais. C'est un processus d'indulgence qui est pas très courant. Voilà, je pense on confond l'indulgence et la complaisance. On peut être indulgent sans être complaisant. Quoi. Non, après là, bien sûr que, enfin ouais, c'est le terme est bien choisi, mais on a envie de progresser, on a envie de plus commettre des erreurs et c'est vrai qu'on travaille toujours, mais dans un esprit très pas détourné, mais on va faire les choses dans l'équité et la justice. Après, je dis pas que les arbitres, on est tous des juges en puissance mais on n'est certainement pas des policiers. Les gens, quand on voit certains commentaires qui nous disent ah, il a voulu passer à la télé encore et tout. Mais non, si j'appelle la vidéo, c'est qu'il me manque des éléments ou alors j'ai envie de vendre une décision et qu'à face à l'unanimité, pour que les gens revoyant les images, etc. Bon, ça c'est l'appel vidéo, c'est presque technique. Mais non, on n'a pas envie un arbitre, il est bon quand on n'a pas parlé de lui. Donc nous, bien évidemment, quand on parle de nous, ça nous fait mal. Alors on peut parler en bien ou en mal, mais souvent on parle de l'arbitrage en mal. Donc c'est notre comportement et notre descendance latine qui fait ça. Mais non, on a juste envie de faire les choses proprement dans la performance, dans notre performance et puis pour le bien de tout le monde. Et puis enfin, moi, j'étais policier avant. C'est comme les impôts, la police, la société pour qu'elle puisse vivre en communauté. Ben, il y a besoin de gens comme ça. Donc voilà, qui rappellent des choses plus ou moins douloureuses. Après, il y a aussi une façon de faire. Et à partir du moment où on respecte les gens qu'on dirige ou pour lesquels on arbitre. Ça aide un peu mieux et ça fait passer les choses de façon plus décontractée sur une décision quand les gens sentent qu'il y a du respect ou alors qu'ils savent que le gars il s'est trompé mais pas de sa volonté. Après on va chercher les raisons mais je veux dire tout le monde se trompe dans la vie donc l'erreur est humaine mais bon elle peut avoir son pesant d'or surtout dans le secteur professionnel. Et tu parlais tout à l'heure des valeurs et tu disais peut-être moins évident dans le monde professionnel que dans le monde amateur. Tu parles de quelles valeurs en particulier qui tu penses sont peut-être qui fonctionnent moins bien, qu'est-ce qui fait que bah c'est vrai que c'est pas très bien d'opposer le milieu amateur et le milieu professionnel mais les enjeux sont pas les mêmes et le côté ludique on va dire est plus exacerbé dans le milieu amateur même s'il y a de l'argent aussi etc. Mais c'est vrai que les valeurs fondamentales du rugby, c'est des valeurs terriennes. C'est le courage, le défi physique, la résilience, toutes ces choses-là qui font de notre sport toute sa beauté. Mais après, bon, des valeurs humaines, on peut en trouver plein partout. Mais il faut qu'on se préserve nous entre nous. Pas dans le système parce que le système il faut l'accepter le système il est comme ça maintenant et moi je vais pas cracher dans la soupe parce que justement j'en ai vécu pendant 15 ans de ce système et j'en vis encore aujourd'hui mais oui beaucoup de joueurs en vivent ouais. Donc sans ça il y aurait pas obligatoirement et puis dans le milieu professionnel bien sûr qu'il y a de belles valeurs humanistes qui sont véhiculées mais voilà c'est le côté professionnel peut peut-être altérer tout ça.
Mais à partir du moment où les hommes ont pris conscience des enjeux et de tout ce qui peut arriver autour du rugby, on peut se recentrer aussi sur la qualité humaine de chacun et faire en sorte qu'on travaille tous dans de bonnes conditions et dans des conditions réfléchies et apaisées, quoi. La valeur collective, je pense que c'est ce qui peut encore sauver tous ces sports, en fait. Pour moi, c'est tant qu'on est dans la valeur collective, il y a une chance que ça fonctionne. Dès qu'on passe trop dans l'individualisme, je ne parle pas de l'individuel, parce que des sports individuels qui sont avec des valeurs tout aussi nobles, mais je pense que le danger, c'est l'individualisme versus le collectif, quoi. C'est exactement ça. Et bon, je vais rebondir sur le titre de ton émission. La traversée, on n'est que de passage dans un système. Donc à partir du moment où on a compris tout ça, on vit les choses de façon plus sereine et surtout pas égocentrique. Et même si on a la sensation d'avoir fait un bon match quand on est arbitre, il faut se remettre en question malgré tout et aller chercher je le disais tout à l'heure, les points qu'on peut développer. Mais faire preuve d'humanisme, c'est aussi respecter les autres. Et quand on les respecte, moi je sais que j'ai toujours respecté mes assistants. Alors je dis pas que ça s'est toujours bien passé. Il y a eu des altercations, il y a eu des moments difficiles. Mais à partir du moment où je respectais l'autre, je savais qu'il allait me respecter. Donc et c'est pareil sur le terrain. Quand on respecte un joueur, il vous respecte derrière. On l'a dit tout à l'heure dans la prise de décision ou les choses comme ça. Mais je dirais ce respect-là, parce que bon, je vais pas faire le donneur de leçons ni le vieux combattant, mais c'est vrai que la société elle bouge et elle bouge pas toujours de façon positive. Et si à travers toutes les valeurs sportives, alors les valeurs olympiennes et pas que les valeurs rugbystiques, mais on arrive à garder ça, je pense que tout le monde gardera ce côté un petit peu ludique qui fait que c'est différent. C'est différent que de travailler en entreprise ou de travailler sous pression d'objectifs ou alors de travailler dans la difficulté, parce qu'il y a des métiers qui sont durs et nous on a la chance de faire un métier qui est dur mais qui est quand même agréable. Et puis vivre de sa passion, ça a pas de prix. Donc ça, à partir du moment où on a mesuré ces choses-là, je pense que on n'est pas un homme meilleur qu'un autre, mais en tout cas on est une belle personne. Pour moi, il y a aussi un autre rôle dans le rôle de l'arbitre. J'entends le rôle aussi de l'éducateur, pas seulement celui du juge ou du flic, du policier que tu as annoncé, mais il y a aussi, j'entends moi, ce rôle d'éducateur, parce que j'éduque à la règle, puisque comme tu l'as dit, celui qui maîtrise la règle maîtrise le jeu, mais il y a aussi l'éducation de l'homme, du comportement. Okay. Et puis la troisième chose, donc faire passer les valeurs dont tu parlais. Et puis j'entends aussi quelque chose qui devient de plus en plus fort, en tout cas dans le monde du rugby lié au contact, c'est la protection du joueur, qui est, je dirais que avant il fallait peut-être les protéger parce qu'ils se battaient entre eux. Maintenant c'est aussi les chocs qui sont frontaux, qui sont incomparables avec ce qui existait il y a 20 ans dans le monde amateur, on va dire. Donc un peu plus maintenant, depuis 95. Mais voilà, je voulais savoir aussi comment tu vis les choses, toi. Alors c'est toujours difficile d'opposer les deux générations. Comme tu l'as dit à juste titre, il y a 20 ans, on faisait plus du management d'hommes, de management de relations entre les individus, etc. Et aujourd'hui, on fait du technico-technique. C'est le détail du détail par rapport au niveau, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, le rugby, aujourd'hui, moins aujourd'hui, mais il y a quelques années, on revient, on va dire il y a une dizaine d'années. C'est vrai qu'on voyait plus les bagarres générales, mais le professionnalisme, a apporté une nouvelle donne, c'est-à-dire que les joueurs sont plus forts physiquement, vont plus vite. Donc on a multiplié la force dans les impacts et notamment sur les plaquages. Et on s'est rendu compte que l'image du rugby était quand même une image défavorable par rapport à la sécurité du joueur, même si c'est le rôle d'un arbitre d'assurer la sécurité du joueur de la première à la 80e. Mais bon, c'est pas nous qui plaquons, c'est pas nous qui percutons les autres. Et donc il y a eu cette réflexion là qui a été faite, notamment sur l'accroissement des forces et des vitesses sur les contacts et les comportements déviants qui allaient mettre en danger, parce que
ça serait triste de faire un sport et puis de se retrouver dans une chaise ou alors bien pire que ça. Et c'est vrai qu'on a eu une époque où on avait des décès, on avait des joueurs qui étaient gravement blessés, donc il y a une réflexion dans l'institution dans le bon sens où on a essayé de faire évoluer nos règles pour justement que cette image-là, l'image qu'on pouvait donner aux mères de famille qui mettaient leurs gamins à l'école de rugby, l'image des femmes de joueurs qui se disaient qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va se péter, qu'est-ce qu'on va lui péter, ça s'atténue un peu. Et là, on est arrivé. Alors, c'est pas parfait, hein, mais on est arrivé à réduire le champ de la dangerosité dans notre sport. Il y a encore des moments douloureux, il y a encore malheureusement des graves blessures, mais le législateur a cette intelligence de vouloir toujours repenser la chose pour faire en sorte que on se retrouve pas justement dans des cas critiques et des cas qui ruinent des familles, qui ruinent des vies et qui sont préjudiciables pour le sport. Donc on a fait évoluer le volet sécuritaire, il est encore en pleine évolution et je trouve que ce qui a été fait et ce qui est fait est de bon augure pour justement garantir un peu plus la sécurité des gens. Et comment parce que l'on parlait essentiellement du sport masculin, tu suis un peu le rugby féminin et manière différente d'arbitrer, manière différente de voir le sport? Alors, je le suis, j'ai toujours suivi, mais plus ou moins de loin. Je suis d'un peu plus près parce que j'ai ma fille cadette qui nous a surpris il y a 2 ans et a voulu faire, elle a basculé de l'équitation au rugby, donc elle a voulu faire du rugby, donc pas forcément quelque chose d'attendu et donc ouais, maintenant je suis un peu plus sur le rugby féminin qui est où la densité est moins importante. Le défi physique il existe mais il est moindre et c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus appliqué que les filles. C'est sympa hein, franchement à voir. Même je suis intervenu cette année avec l'équipe féminine du RCT sur la règle. J'étais allé faire un entraînement avec elle. Et c'est marrant parce qu'elles veulent tout comprendre, mais c'est surtout voilà, c'est moins dense on va dire. On va pas parler de violence parce que bon c'est un sport de combat hein, aussi le rugby, donc forcément il y a des chocs, il y a des choses qui sont pas toujours agréables à subir, mais les féminines ouais c'est plus la balle à l'aile et la vie est belle, c'est moins de défis du rentre dedans ou comment on va dire, enfin je vais être enfin c'est pas un concours de quéquette voilà. C'est plus réfléchi et puis c'est plus du contournement que de l'affrontement voilà. Parce okay, c'est un beau rugby, l'affrontement n'est pas que mais je dirais que je pense que c'est intéressant qu'on ose développer le rugby je dirais de rapidité, de vitesse et donc en conséquence l'évitement est toujours plus rapide que l'affrontement. Mais il y a 2 pendants dans la définition du rugby, c'est un sport de combat, d'affrontement et d'évitement. Ouais, bah comme la boxe aussi. Hein, et on a été très très centré sur le premier caractère, c'est-à-dire l'affrontement. Et puis là, on se rend compte que ça fait preuve de bonne intelligence aussi de faire du contournement. Donc voilà. Et puis ça excite un peu plus de façon positive les gens qui y a autour des stades parce que voilà, voir du beau jeu, ben les gens ils payent un spectacle maintenant, donc ils veulent voir des belles choses. Donc quand on est dans cet équilibre là, bien sûr qu'il y a du physique parce qu'il faut aussi diminuer l'adversaire, mais quand on arrive à associer les deux et à avoir un côté plus de contournement et plus de tourner vers le jeu, la vitesse du jeu, etc. C'est agréable pour tout le monde, c'est agréable pour ceux qui le pratiquent, c'est agréable pour ceux qui le regardent. Donc voilà, il faut arriver. Mais chaque génération a eu ses orientations et aujourd'hui, on va dire que c'est un équilibre entre les deux. Et comment tu te préparais physiquement parce que courir tout un match, mine de rien, c'est physique. Hein, le terrain est long. Et donc toujours être bien placé. Donc en passant, je dirais, puisque effectivement tous les joueurs ont gagné à la fois en force et en vitesse, bah, ça veut dire que vous avez dû gagner en force et en vitesse?
Alors on a gagné en vitesse parce qu'en force c'était pas forcément nécessaire. C'est sûr que quand on se fait percuter, on serre les fesses parce que ça peut faire très mal vu le rapport physique entre les deux. Mais non, il y a bien sûr à partir de 2011, on a été équipé d'un GPS au niveau international, donc avec un suivi beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus précis de nos performances. Et donc au niveau de l'entraînement, il fallait forcément repousser ses limites par rapport au test physique parce qu'on a été testé aussi physiquement 2 à 3 fois dans la saison. Et donc on a dû moi une petite histoire, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai fait mon premier match de top 16. Enfin à l'époque c'était le top 16, pas un top 14. Je me suis rendu compte que dans les 10 dernières minutes, ça a commencé à piquer dans les mollets. Et donc, je me suis dit, va falloir s'entraîner un peu plus fort et de façon différente parce que ça va un peu plus vite. Donc, beaucoup de préparation physique, avec un petit peu de renforcement musculaire, beaucoup d'outils de récupération parce que le sport s'est développé et s'est professionnalisé, mais ça a été un volet très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de techniques qui ont été apportés justement pour qu'on reste dans le haut niveau et tous ces outils-là font que ça nous a permis de nous développer. Mais il est évident qu'un arbitre qui se prépare pas physiquement, il est pas invité après, parce que tu l'as dit à juste titre, pour prendre les bonnes décisions, faut être bien placé, enfin en tout cas le mieux possible. Le bon placement, il n'existe jamais. C'est celui qui permet de tout voir et de prendre la bonne décision. Mais bon, on peut en trouver sur des endroits bien différents sur un terrain. Donc voilà, c'est se donner les moyens d'arriver à la performance et ça passe par une préparation physique assez soutenue. Moi, je m'entraînais 4 fois semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et plus la performance le samedi ou le dimanche, enfin l'événement, pas la performance, mais l'événement le samedi, ça faisait une bonne activité. En moyenne, déjà sur un terrain, on fait entre 7 et 7 km et demi dans une intensité assez folle, puisque au rugby, il faut qu'on colle au ballon et qu'on soit très vite. Alors, on va pas aussi vite que lui, malheureusement, mais bon, il fallait s'envoyer et pour pouvoir s'envoyer de la première à la 80e et pour avoir les jambes, parce que si on n'a pas les jambes, on n'a pas la tête non plus. Donc pour avoir les jambes jusqu'à la fin, et prendre les meilleures décisions à la fin, il fallait se préparer et s'entraîner. Ouais. C'est quoi les décisions dans lesquelles tu t'es senti le plus juste? Enfin, j'en sais rien, tu vois. Est-ce qu'il y a des moments les moments difficiles et les moments géniaux, tu vois? C'est quoi? Est-ce qu'elles sont liées aux prises de décision? Peut-être qu'elles sont prises à autre chose, à vrai dire. C'était quoi les meilleurs moments pour toi de ta carrière? Les meilleurs moments, alors je vais être en opposition avec ta question peut-être par rapport vas-y, je t'en prie, vas-y. à la réponse, mais le meilleur moment c'est quand je quittais le terrain et que tout le monde venait me serrer la main et voilà. Le moment de fraternité. Voilà, mais j'avais commis mes erreurs, mais c'était le meilleur moment. Je savais que les mecs aussi. s'étaient éclatés et que j'ai pas été et justement par rapport à ce que je disais, par rapport à l'opposition, c'est les moments les plus douloureux. C'est certainement quand on a exclu un joueur ou quand on a malheureusement fait le constat que immédiatement qu'on est sifflé, la décision n'était pas la bonne. Donc voilà, après moi je me gardais de regarder l'écran, de regarder les ralentis parce que ça pouvait pervertir après, on tombait dans la volonté d'équilibrer et puis donc voilà, mais bon, il y avait c'est une responsabilité d'arbitrer, donc faut les prendre, faut les assumer. Mais voilà, quand moi les meilleurs moments, bien sûr qu'il y a eu des bons moments dans les décisions, tout ça, mais quand ça se passait bien et que tout le monde partait content, moi j'étais content. Et là, même si je savais que j'avais du travail derrière, mais voilà. Après sortir un mec sur carton rouge ou même sur carton jaune, ça fait pas plaisir, c'est punir. Et punir quelqu'un, c'était pas mon trip à moi, quoi. Donc voilà. Mais je faisais mon travail parce que je devais le faire aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu sens que tu tiens pas ton équipe? Là, on est plus dans du management, tu vois, dans la gestion, enfin ton équipe, tes équipes plutôt. Tu tiens pas le match, quoi. Elles sont prêtes à se battre. Peu importe si c'est lié à toi, lié à l'enjeu, à la politique et je ne sais quoi, ok? Ça t'est déjà arrivé d'avoir la sensation que tu te sentais, c'était tendu? Ouais, et pas faire preuve d'humilité, mais non, franchement, j'ai jamais eu cette sensation-là.
parce que j'ai accepté l'événement. Après, j'ai essayé de le lire, de le comprendre et d'interagir dans l'événement de la meilleure des façons. Après, comme je disais, bien sûr que je faisais des erreurs. Mais non, après l'arbitre, il a toujours un profil. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais un peu con, j'étais un peu flic. Pas que les flics sont tous des cons, hein, bien au contraire. Mais j'étais très très dur, très fermé et très individualiste, mine de rien. Et quand on s'ouvre un petit peu l'esprit, quand on cherche à comprendre les autres, on se comprend un peu mieux. Donc moi, j'avais cette envie de passer un bon moment et de faire passer un bon moment. Donc évidemment que j'avais mes limites et j'avais mes difficultés comme tout le monde. Mais j'ai jamais eu trop de matchs, enfin dans mes souvenirs. Pourtant j'en ai fait un paquet, mais parce que pas qu'au niveau professionnel, j'en ai fait en quatrième série. Enfin, on se lève pas un matin en prenant son sac et en disant j'arbitre en top 14. Bien sûr. T'avais combien de matchs, t'as une idée? Oh, non, je sais à peu près les matchs au niveau international, européen et au niveau pro, première division, top 14. Ça fait quoi ça? Alors, je crois que j'ai 103 matchs de Coupe d'Europe, 73 matchs internationaux et plus de 250 matchs de top 14, top 16 et top 14. Enfin bon, ça c'est quand on est vieux, ça on compte. On compte plus. Voilà. Mais non, je sais pas. Bien sûr que j'ai eu des moments difficiles, bien sûr qu'il y a des matchs qui m'ont pesé, bien sûr qu'il y a des décisions qui m'ont pesé. Mais à partir du moment où j'acceptais ça et que j'étais pas dans l'adversité avec ce qui s'était passé, que j'essayais de le voir différemment, je le vivais bien. Donc c'est pour ça que j'ai pas de souvenirs douloureux. Si j'en ai quand même, enfin dire que j'en ai pas, ça serait mentir. Mais je les ai bien vécus parce que bon, bien sûr ça fait mal au début, mais après je les ai vécus et puis voilà. Puis moi, je ferme très vite la porte au passé. Je me projette très vite vers l'avenir ou de vivre le moment présent. Et le passé, c'est le passé. De toute façon, il est fait, il est révolu et on ne pourra pas le changer. Donc, si engouffré, si noyé dedans, déjà c'est se rendre douloureux et voilà. Donc, une fois que j'avais traité mon erreur, je passais à autre chose et j'essayais de me projeter sur des choses plus agréables et je pense que c'est ce qui donne de la valeur à la personnalité, quoi. Ouais, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin et je voulais juste, il y avait deux choses que je voulais te poser comme question. La première, c'était ce que tu viens de dire, c'est de rester dans le moment présent et je pense que c'est une des forces des arbitres que d'être présent à ce qui se joue et pas justement à compenser la faute d'avant, le truc d'après, le match d'avant ou je ne sais quoi. Et donc, comment tu faisais pour préparer ça? Comment tu faisais pour rester aussi stoïque, on va dire? C'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on a évoqué, quoi. C'est préparer l'événement pour ne pas le subir. C'était faire des analyses des deux équipes qu'on va analyse vidéo, donc analyse de jeu pour savoir comment j'allais me placer, pour aussi découvrir un peu mieux la personne avec qui j'allais collaborer, parce que c'est une collaboration aussi, l'arbitrage. C'est aller chercher des comportements, aller chercher des individus sur lesquels on peut s'appuyer plus facilement que d'autres, etc., pour créer de la relation. Ensuite, c'était se mettre dans la difficulté la semaine à l'entraînement de façon physique pour être dans le confort le week-end pendant 80 minutes. Donc c'était travailler dur. Moi, je suis un travailleur, j'ai toujours aimé me faire mal en plus. Donc je suis pas sadomaso, je suis pas maso, mais Ouais. mais ni sado, pardon. Mais non, c'est que voilà, ça me permet d'avancer, ça me permet aussi l'arbitrage, ça a aussi été un vecteur de développement humain. Et je vois, j'ai changé entre le 94 où j'ai commencé l'arbitrage et 2022. Bon, bien sûr, j'ai mûri aussi, j'ai grandi en tant qu'homme. Mais l'arbitrage m'a aidé à me construire
a aidé à construire ma personnalité, puisque bon, j'ai réfléchi au début, comme j'ai dit, j'avais un côté plutôt incisif et policier. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas travailler dans de bonnes conditions avec tout le monde et créer des relations, créer des histoires aussi. Et à partir du moment où tout le monde avait compris que avant et après tout était possible, mais que pendant c'était business, tout le monde se sentait bien et voilà. Mais alors après, je vais réinventer, mais le talent n'est rien sans le travail. Et c'est vrai que il faut travailler, il faut se donner les moyens et se mettre dans l'adversité, dans la difficulté en dehors de l'événement et pour justement le vivre un peu mieux et puis prendre du plaisir. Mais en sachant pertinemment l'erreur est humaine, moi j'ai toujours accepté. Je sais que je fais des erreurs et dans la façon dont on sanctionne quelqu'un, je le disais aussi. Si on le fait avec du respect, parce qu'on a compris que nous, on faisait des erreurs et que lui pouvait en faire, on arrive à avoir des bonnes relations et puis surtout des compréhensions de décision, parce que c'est un parti pris aussi une décision. Donc des fois, ça peut faire référence qu'à une seule personne, ou le but, c'est d'avoir justement une référence pour tout le monde, quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu pourrais donner envie à d'autres de devenir arbitre? Qu'est-ce que tu leur dirais si tu... Ouais, moi j'ai eu l'opportunité de vivre une carrière que j'aurais jamais vécue en tant que joueur. J'ai eu aussi l'opportunité d'avoir une passion longue, puisque j'ai commencé le rugby à l'âge de 10 ans, j'en ai 47 aujourd'hui, ça fait 37 ans que je baigne dans le rugby. Et c'est passionnel, donc j'imagine que les footeux c'est une passion aussi de leur sport, etc. Comme les boxeurs, comme les athlètes, etc. Donc vivre cette passion de façon différente, voilà si je veux on peut vivre la passion, on peut la vivre en tant qu'acteur sportif tel que le joueur ou l'entraîneur, mais on peut aussi le vivre pareil sportivement sur le volet arbitral. Et on reste les premiers spectateurs de la rencontre, quoi. On est à quelques centimètres de tout ce qui se passe et c'est une place de privilégié, quoi. Déjà, on paye pas sa place pour aller au stade et on rencontre des gens. Ça aussi, c'est un volet important, c'est rencontrer des personnalités, partager. Alors, il y en a qu'on aime pas, mais il y en a qu'on aime bien. Et puis voilà, c'est ça la vie aussi, c'est rencontrer des gens, penser les choses de façon différente, se remettre en question. Et après, je fais un portrait de Romain Poite un peu idéaliste, mais rassurez-vous, je suis pas que comme ça. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai toujours cherché à tirer des expériences, des leçons de mes expériences. Même si est toujours par rapport au côté douloureux, donc moi je passe très vite sur le positif et je vais chercher le négatif pour justement accroître un petit peu plus le poids de mon positif dans ma vie. Sur cette note de positivisme, on va s'arrêter là. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi, Hervé. On va se retrouver tous bientôt sur le débriefing de la session de Romain. À très bientôt. Salut sur la traversée. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.